17 avril 2026. Et Donald Trump vient de faire quelque chose qu'aucun président américain n'avait jamais fait publiquement. Il a interdit à Israël de bombarder le Liban. Pas suggéré, pas conseillé, interdit. Le mot exact sur Truth Social. Israel will not be bombing Lebanon any longer. They are prohibited from doing so by the USA. Enough is enough. Et Netanyahou, l'homme qui depuis des mois refuse d'écouter l'ONU, l'Europe, les manifestants dans ses propres rues, Netanyahou a obéi, voilà où on en est ce soir. Et dans les 15 prochaines minutes, on va comprendre ensemble ce que ça signifie vraiment. Parce que, derrière les annonces triomphantes de Trump, derrière l'ouverture du détroit d'Ormuz, derrière les 440 kilos d'eau d'uranium dont tout le monde parle, il y a une réalité bien plus complexe et bien plus fragile. Depuis le 28 février 2026, date des premières frappes américano-israéliennes sur l'Iran, le Moyen-Orient vit au rythme de l'escalade. L'Iran a répondu. Le Hezbollah est entré dans le conflit pour venger la mort d'Ali Khamenei, tué lors de ces mêmes frappes. Israël a ouvert un front au Liban. Les monarchies du Golfe ont vu des missiles tomber sur leur propre sol. Et le détroit d'Ormuz, cette bande d'eau de 34 km par où transite 20% du pétrole mondial, est devenue l'arme la plus redoutable de ce conflit. Pas un char, pas une bombe. Un détroit. Ce vendredi 17 avril, 2 annonces ont tout changé, ou du moins, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Première annonce, l'Iran déclare le détroit d'Ormuz entièrement ouvert à la navigation commerciale. Deuxième annonce, Trump affirme que l'Iran serait prêt à renoncer à ses 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Trump tweet « Les marchés s'envolent, le baril redescend de $120 vers 90. » Et le président américain décrète, depuis Las Vegas où il est en déplacement, que c'est une journée formidable et brillante pour le monde entier. Mais voilà ce que les marchés n'ont pas encore pricé. Voilà ce que les gros titres ne vous disent pas. Commençons par le détroit d'Ormuz. Parce que l'annonce iranienne, elle mérite qu'on la lise très attentivement. L'Iran dit « Le détroit est ouvert ». Mais ouvert comment? Aux conditions de qui? Voilà ce que précise le ministre iranien des Affaires étrangères, que les chaînes généralistes ont à peine mentionné. Chaque navire qui souhaite traverser doit obtenir l'autorisation préalable des gardiens de la Révolution. L'Iran choisit l'ordre de passage. Les navires américains, israéliens, et ceux des monarchies arabes du Golfe, ils passent en dernier. Et tous les navires doivent payer. Un péage. Qui peut monter jusqu'à 2 millions de dollars pour les plus gros pétroliers. Mieux encore, le Parlement iranien est en train de voter une loi pour rendre ce péage obligatoire et permanent. Alors oui, le détroit est ouvert. Mais il est ouvert aux conditions de Téhéran. Et Téhéran contrôle le robinet. Pendant ce temps, de l'autre côté, les Américains maintiennent leur propre blocus naval. Les destroyers américains continuent d'intercepter les navires iraniens entre la frontière pakistanaise et la côte omanaise. Trump lui-même l'a confirmé, le blocus reste en place jusqu'à la signature d'un accord final. Donc, voilà la situation réelle. L'Iran dit que c'est ouvert. Les États-Unis disent que leur blocus reste. Et entre les deux, des centaines de pétroliers sont immobilisés, attendant de savoir qui va clignoter en premier. La vraie réponse, celle que personne ne vous donne ce soir, c'est que ce sont les assureurs maritimes qui décideront. Si les primes d'assurance qui ont atteint jusqu'à 20 millions de dollars par traversée ne redescendent pas, les armateurs ne bougeront pas. Peu importe ce que tweete Trump. Si ce type d'analyse vous intéresse des faits, du contexte, pas de la communication habillée en information, abonnez-vous maintenant. C'est gratuit, c'est indépendant, et c'est ce qui permet à ce travail de continuer. Cliquez sur la cloche. On continue. Parlons maintenant de l'uranium. Parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Trump annonce que l'Iran serait prêt à remettre ses 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Et selon le site Axios, très bien connecté à la Maison-Blanche, les États-Unis seraient non prêts à débloquer 20 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés en échange. Trump dément immédiatement. No money will exchange hands, dit-il. Pas de paiement direct. Alors qui dit vrai? Les deux. C'est la même chose formulée différemment. Il ne s'agit pas d'un achat. Il s'agit d'un dégel d'avoirs, de l'argent iranien, bloqué dans des banques japonaises, sud-coréennes, européennes depuis des années dans le cadre des sanctions. Le libérer, ce n'est pas payer l'Iran. C'est lui rendre ce qui lui appartient. Trump peut dire qu'il ne paie pas. Et techniquement, il a raison.
Mais l'Iran récupère 20 milliards. Maintenant l'Iran accepte-t-il vraiment de livrer cet uranium? La réponse de Téhéran est claire, non. Le correspondant sur place est formel. L'Iran propose de diluer son stock, de le ramener d'un enrichissement à 60% à moins de 5%, tout en le conservant sur son propre territoire. Pas question de l'expédier à l'étranger. Pas question de le ramener aux États-Unis, comme Trump l'a déclaré à Reuters en parlant de creuser avec de grosses machines. Et là, il faut prendre un instant pour mesurer le gouffre entre la communication trumpienne et la réalité opérationnelle. Récupérer 440 kilos d'uranium hautement enrichi enfoui à plusieurs centaines de mètres sous terre, c'est une opération qui prend des mois, qui nécessite des équipes spécialisées, des containers blindés contre les radiations, une logistique militaire et civile colossale. En 1994, les Américains ont mis des mois pour récupérer 600 kilos d'uranium au Kazakhstan dans des conditions beaucoup plus simples. Ici, on parle de sites partiellement détruits par des bombardements, de géolocalisation incertaine, d'un pays qui ne vous a pas invité. Trump parle de poussière nucléaire, d'aller creuser à un rythme tranquille. C'est du storytelling. La réalité, c'est que rien n'est signé, rien n'est localisé, et rien ne peut être récupéré en quelques jours. Maintenant, parlons de ce que personne ne dit vraiment ce soir. Trump est en train de sacrifier Netanyahou. Ce n'est pas une métaphore, c'est factuel. Quand Trump a annoncé le cessez-le-feu au Liban, cette trêve de 10 jours, il ne l'a pas fait après consultation du cabinet de sécurité israélien. Il a posté. Netanyahou a appris la nouvelle par les médias, en même temps que tout le monde. Il a dû appeler ses ministres un par un pour leur annoncer « C'est décidé, on n'a pas voté ». Les ministres de la coalition sont furieux. L'opposition est incendiaire. La presse israélienne parle d'humiliation nationale. Et pourquoi Trump fait-il ça? Parce qu'il a besoin d'un deal. Vite! Il a les midterms qui approchent. Il a le 250e anniversaire des États-Unis en juillet 2026. Il a une guerre qui coûte politiquement et économiquement. Et il a pris des engagements envers l'Iran dans les négociations au Pakistan, que la poursuite des bombardements israéliens sur Beyrouth mettait en danger. Alors, il a tapé du poing, publiquement. Et Israël a plié. Ce que ça révèle, c'est quelque chose que les alliés des États-Unis dans le monde entier sont en train d'intégrer en ce moment même. Quand Trump a besoin d'un deal, ses alliés deviennent des variables d'ajustement. Le Japon le voit avec la Chine. La Corée du Sud le voit. Les pays du Golfe le voient. Ils ont regardé des missiles iraniens tomber sur leur base, pendant que leurs protecteurs américains étaient occupés à négocier avec Téhéran. Et maintenant, Israël le vit. Une question pour vous avant de continuer. Est-ce que vous pensez que cette séquence, le cessez-le-feu imposé, le détroit rouvert sous condition, l'uranium non livré, ressemble à une victoire américaine? Ou à une victoire iranienne habilement maquillée en deal Trump? Écrivez votre réponse en commentaire. Je les lis tous. Et si cette vidéo vous donne des angles que vous ne trouvez pas ailleurs, partagez-la maintenant. Ça coûte 2 secondes. On continue. Parlons de l'Europe. Parce que dans ce chaos, quelque chose s'est passé à Paris aujourd'hui qui mérite attention. Macron et Keir Starmer ont réuni environ 49 pays, en présentiel et en visioconférence, pour travailler sur la sécurisation du détroit d'Ormuz. Déminage, liberté de navigation, refus du péage iranien comme norme permanente. C'est une coalition sans les États-Unis. Une coalition qui dit implicitement « on ne peut plus attendre que Washington garantisse les routes maritimes mondiales. On va le faire nous-mêmes ». Macron a été prudent dans ses mots. Il a salué l'ouverture iranienne, mais a immédiatement noté qu'elle était conditionnée à une route coordonnée par les autorités iraniennes elles-mêmes. C'est la formulation diplomatique pour dire « ce n'est pas une vraie ouverture ». Et ce sommet européen, cette image de 4 grands pays européens réunis avec solennité pour parler de droit international maritime, c'est une image qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Depuis le Groenland, depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, l'Europe construit méthodiquement une autonomie stratégique. Pas spectaculairement. Pas avec des grandes déclarations. Mais concrètement. Alors où en sommes-nous vraiment ce soir? Le cessez-le-feu Israël-Liban tient. Pour l'instant. Mais les troupes israéliennes restent dans le sud du Liban, sur 8 à 10 km de profondeur. Les combattants du Hezbollah sont toujours là. Et Trump a interdit les bombardements aériens, pas les opérations au sol. Ce qui signifie que la situation peut dégénérer en quelques heures si un drone, un tir d'artillerie, un incident de terrain fait exploser la trêve. Le détroit d'Ormuz est officiellement ouvert. Mais sous péage iranien, avec autorisation des gardiens de la Révolution,
avec des centaines de navires immobilisés qui attendent que les assureurs valident le risque. Ce n'est pas la liberté de navigation. C'est la liberté de navigation aux conditions de Téhéran. Les négociations sur le nucléaire reprennent au Pakistan. Trump envisage de s'y rendre. Mais l'Iran refuse de livrer son uranium à l'étranger. Et ce que Trump appelle un accord est encore une déclaration d'intention des deux côtés, sans texte signé, sans mécanisme de vérification, sans calendrier. Et Israël est humilié. Publiquement. Par son allié le plus proche. Ce que tout ça signifie, fondamentalement, c'est que cette guerre ne se termine pas. Elle change de forme. Elle passe de la phase militaire à la phase du deal, avec Trump qui décrète la victoire, l'Iran qui contrôle le terrain, Israël qui paie le prix politique, et l'Europe qui construit tranquillement l'alternative. Ce n'est pas la fin de la guerre. C'est le début d'une paix instable que tout le monde fait semblant d'appeler une victoire. Ce conflit n'est pas terminé. La prochaine vidéo couvre ce que la séquence suivante va révéler, les négociations au Pakistan, ce que l'Iran va vraiment accepter ou refuser, et ce que ça signifie pour les prix de l'énergie en Europe. Si vous voulez être là quand cette vidéo sort, abonnez-vous. Activez la cloche. Et partagez celle-ci avec quelqu'un qui suit ce dossier et qui mérite mieux que des tweets commentés en boucle. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que Trump est en train de construire une paix durable ou d'acheter du temps avant les midterms? Je lis chaque réponse. À très vite.